was too slow, not athletic enough, too small, all those things that don't measure heart, and that's what I have. Brunson leaning, shoveling into traffic. He turns it over. Brunson turns it over. And Butler is down with 14.4 to go. Halliburton. He'll take it. He'll backpedal a three for the win. And goal! He got it! Of the century since Indiana has gone to the finals. But for the first time in 25 years, they are going to the NBA Finals. How confident are you that this group has enough to take that next step? And the most confidence. Overconfident. Seriously. I don't, there's not an ounce of any type of doubt that I'm not confident with this group. Tom Thibodeau has been relieved of his duties as head coach of the New York Knicks. Sources tell me. What? Tom Thibodeau fired? What? A person who's never going to quit. I've never quit. That's never been in my DNA. Something about me is that it's about the little things for me. People see the stats and all that stuff, but the things that matter to me the most is just how the little things. Hungry. I'm always looking for the first one. The first one's the hardest one to get. So getting that first ring would mean everything to me. Like I said, there's no words to describe how bad I want to win. I even think Oklahoma City was down 1-2 last year, and they ended up winning it. So I'm not saying we're going to win it or anything like that, but. Anunoby floats it over to Shamet. Shamet a three-pointer. It's good! Tie game with 44 seconds to go! You're allowed to think about the worst possible scenario, but you got to go out there and do something about it. Damn, New York, we really did it, man. We really did it. All right, let us now listen in to Mike Brown, new head coach of the Knicks. Thank everybody for coming. First of all, I'd like to start by thanking Mr. Dolan, Leon Rose, for this incredible opportunity. 53 ans d'attente, mais que cela valait le coup. Les New York Knicks 2026 sont à tout jamais une équipe de légende. Une équipe dont on se souviendra, mais surtout une équipe qui vient de boucler une campagne de play-off avec le plus gros différentiel de points de l'histoire de la NBA. 3 petites défaites respectivement de 1, 1 et 4 points pour un cumulé dans les victoires de plus 289 et vous obtenez un légendaire plus 283 d'écart cumulé sur la post-season. Ramenez cela à 100 possessions, ce qu'on appelle le net rating, et vous avez là encore le plus gros score de l'histoire. Oui, au-dessus des Bulls, des Lakers, de Shaq et Kobe, et même au-dessus des Warriors en 16-1 de 2017. Pourtant, c'est peut-être là la magie de cette histoire, mais personne ne pouvait prévoir ce niveau-là de performance quelques semaines avant le début des playoffs. Cette équipe n'était pas calibrée pour un tel exploit, et c'est ce qui le rend encore plus jouissif. Mais pour bien comprendre tout ça, revenons à la genèse de notre histoire. Il y a à peu près un an jour pour jour, le 7 juillet 2025. Mike Brown vient de débarquer en tant que head coach des New York Knicks pour prendre le relais de Tom Thibodeau, et quel manque d'ambition terrible d'aller chercher un coach viré par les risibles Sacramento Kings. Quelle ingratitude envers Tom Thibodeau, le coach qui t'a ramené pour la première fois du millénaire en finale de conférence. Alors oui, mais en réalité,
c'est pas tout à fait ça. En réalité, ces Knicks 2025 était l'illustration parfaite de l'importance du mariage entre un coach, ses idées et les joueurs. Thibodeau est un très bon coach, mais l'effectif parfait pour ce dernier, c'était celui de 2024. Et lorsqu'on lui a donné Karl Anthony Towns dans les mains et un effectif résolument offensif, on a eu comme un sentiment de gâchis quand son attaque est restée très basique. Et cette attaque a en réalité rencontré les mêmes problèmes que les années précédentes, à savoir un écroulement en play-off. De 119 points par 100 possessions en saison régulière à 110 avant la blessure de Jason Tatum. Ce n'était pas l'attaque qui a fait gagner la série face aux Celtics, mais plutôt une panne historique à 3 points des hommes en vert. Rien de tout ça n'aurait dû arriver, et quand tu as rencontré un joueur comme Tyrese Haliburton qui a su découper le drop défensif de Karl Anthony Towns, tout s'est écroulé. Parce que le plan B de Thibodeau était de refaire le plan A en mieux. C'est-à-dire un drop, 4 qui reste bas sur les écrans et qui est laissé à l'abandon dans un exercice qu'il n'a jamais maîtrisé. Dès que tu as tenté autre chose, les automatismes n'étaient pas là, puisque jamais travaillé en saison régulière, et tu finis donc par encaisser 120 points par 100 possessions sur la série. Et de l'autre côté, l'attaque patine à 114 d'offensive rating face aux Pacers, et tout d'un coup, le coup de pouce du destin face à Boston ressemble à un cadeau empoisonné. Il aura fallu du courage pour embaucher Mike Brown donc, mais il faut savoir que celui qui arrive, c'est pas juste le mec viré par les Kings. C'est l'ancien assistant des grands Spurs, puis le coordinateur défensif des grands Warriors, notamment en 2022. C'est le coach qui a amené LeBron et des role-players en finale en 2007, celui qui a battu Team USA avec le Nigeria aussi, et c'est aussi celui qui a ramené cette équipe des Kings en playoff en 2023 en faisant la meilleure attaque NBA cette année-là. Pour être la meilleure attaque NBA, il faut être moderne et c'est exactement ça que Mike Brown va apporter à ses Knicks. Un brin de modernité. Et ça, on va le voir dès les premiers pas de cette équipe. Le coach l'a annoncé, il veut augmenter la fréquence à 3 points. Et en soi, ce ne va pas être la mission du siècle puisque l'équipe de 2025 était à peine 27e dans l'exercice. Elle prenait moins de 3 points que les Pélicans de Zion Williamson, Brandon Ingram et Jonas Valanciunas ou que les Pistons de Jalen Duren, Ozar Thompson et Isaiah Stewart. Avec Karl Anthony Towns en poste 5. Mais c'est pas tout d'avoir envie de prendre des 3 points, il faut être capable de les créer. Et c'est là où la patte Mike Brown va prendre forme. Sur des principes de jeu très très forts. Le basketball, c'est un sport d'interaction. Chaque mouvement entraîne une réaction. Et peut-être que l'avantage à prendre sur les autres est là. Ainsi, les Knicks vont devenir les maîtres en la matière de créer des leurs et mettre les adversaires dans des spots inconfortables. Le premier piège tendu est que le joueur à 45, dans l'aile, va toujours cutter vers le panier. Et dans plusieurs circonstances. La première, c'est sur les empty side pick and roll que Mike Brown adore. En faisant cela, on attire un défenseur sous le cercle qui devient le low man, celui qui doit aider sur le pick and roll. Mais comme le joueur qui va cutter va finalement se relocaliser dans le corner, il met son propre défenseur dans le game suivant. Si tu restes attaché, il n'y aura pas d'aide et Brunson va pouvoir se régaler sur le pick and roll. Et si tu aides, c'est un 3 points ouvert pour un très bon shooter. Ce concept-là, on le retrouve aussi sur les isolations de Brunson. Toujours dégager cette zone d'aile d'où viennent les aides pour optimiser le travail de tes stars. Et si le défenseur vient en aide malgré tout, le cut est ouvert. Et c'est exactement pareil avec la gestion de la ligne de fond. Toujours avoir un joueur qui cut sur cette ligne de fond parce que précisément c'est la zone qui stresse le plus une défense. Les joueurs vont être attentifs au ballon parce qu'ils doivent aider à stopper le ballon et vont venir dans cette zone cruciale, quitte à en oublier leur joueur. C'est un vrai dilemme mortel entre venir aider ou se faire tirer par un bon tireur parce que oui, Mike va faire ce que son prédécesseur ne faisait pas si bien, faire jouer ses shooters et organiser le terrain en conséquence. Beaucoup plus de line-up en vrai 5-out avec Shamet ou McBride et par conséquent, lorsque Brunson casse le premier rideau et attire une aide, cette aide arrive forcément d'un bon shooter.
Et c'est ainsi que les Knicks vont très très vite devenir létaux sur cet aspect précis, la génération de 3 points dans le corner. Une avalanche puisque les Knicks vont devenir premiers de NBA dans l'exercice tout simplement. Chaque cut entraîne un tir ouvert ou chaque tir défendu entraîne un panier plus simple au cercle ou un rebond offensif. Parce que oui, ça peut paraître contre-intuitif, mais le deuxième coup de polish réalisé sur ces Knicks par le nouveau coaching staff a été d'en faire une machine à la fameuse bataille des possessions. Ce terme qui est sur toutes les lèvres, Mike Brown va le remettre au goût du jour dans la grosse pomme. En attaque, on retrouve dans le prolongement de ce cut un joueur souvent très agressif au rebond, mais aussi on retrouve l'utilisation de Karl Anthony Towns. En playoff 2025, le problème était lorsque la défense adverse mettait un petit sur 4, switcher le pick and roll Towns-Brunson et resserrer le terrain. Désormais, quand cela arrive, Brunson a bien plus d'espace, premièrement, mais on utilise aussi le mismatch de 4, non pas pour de la création, mais comme un gros avantage au rebond. Et comme en sortie de banc, t'as Mitchell Robinson, et ben t'es rapidement top 5 dans l'exercice. Et en défense, c'est là que réside la nouveauté des Knicks. Le problème est de protéger Karl Anthony Towns, sans pour autant trop se découvrir. Il est ton meilleur rebondeur, tu ne peux pas le balader au périmètre. Alors il faut inventer quelque chose et Mike Brown va se dire la chose suivante. Kat va rester en drop. Mais là où il est mauvais, c'est de gérer le 2 contre 1 avec un joueur qui attaque dans son dos. Il a des pieds très lourds, une mauvaise proprioception, mais fondamentalement, il n'a pas de mauvaise main. On doit faire en sorte qu'il n'ait à gérer qu'un seul joueur à la fois et donc Mike Brown va ramener le jeu de la tag au Madison Square Garden. Sur chaque pick and roll, on demande à un ailier, si possible à OG, de venir couper le roll, quitte à laisser un 3 points ouvert un instant. Instantanément, plus de menaces de roll, une passe compliquée à trouver que peu de porteurs de balles savent faire en seule solution et surtout, la plus grosse menace au rebond offensif de l'adversaire immédiatement coupée. Il faudra travailler les rotations, mais les Knicks vont le faire pendant toute la saison et résultat, les Knicks sont top 6 au rebond offensif, mais aussi défensif et ne perdent donc quasiment jamais la bataille des possessions. Tout en ayant cette puissance de feu avec ce gros volume de tirs lointains qui lui permet de plier un match quand tout rentre dedans. Et quand ça ne rentre pas, tu joues ce jeu des cartouches supplémentaires qui t'offrent une soupape de sécurité incroyable. Avec ce vent de fraîcheur, New York séduit. Tout n'est pas parfait dans l'exécution, mais avec son playbook extrêmement varié, où on retrouve beaucoup de pistol action, de Spain pick and roll ou de stagger, l'équipe du début de saison est plaisante, joue un basket collectif, vivant et s'offre son premier fait d'armes en NBA Cup. Le spacing à fond les ballons aura raison une première fois de Victor Wembanyama et c'est un signe encourageant. Il faudra compter sur les Knicks cette année. Mais dans cet Est sans grande compétitivité, le top 4 est presque assuré et tout n'est pas parfait à New York. La gueule de bois du titre de décembre est rude. Les Knicks ne signent que 2 petites victoires en 11 matchs en janvier. La motion offense qu'on a vue sur le début de saison disparaît un peu et on ne sait pas trop dans quelle direction on va. Le rôle de Towns cristallise beaucoup des frustrations. Des promesses d'un 4 playmaker qu'on avait vu sur le début de saison, on n'aura jamais vraiment eu tout le jus dont on pouvait rêver. Pareil pour Mikal Bridges, extrêmement responsabilisé au début de saison et finalement l'attaque retombe sur un style très pick and roll centré. Et forcément, les rumeurs de Giannis Antetokounmpo planent au-dessus de Manhattan et assombrissent le ciel de Gotham. Mais c'est là où le choix de Mike Brown est vraiment intéressant. C'est un coach qui se remet perpétuellement en question, qui est très à l'écoute de ses joueurs et qui n'hésite pas à renverser l'ordre établi s'il ne fonctionne pas. De la weave offense du début de saison à l'attaque de pick and roll, en passant par la cat offense, certains verraient un aveu d'impuissance
mais en réalité, c'est là un signe avant-coureur d'à quel point ce coach est un bosseur énorme. Et à force de chercher, quand on a des idées comme lui, on finit souvent par trouver. La régulière est donc terminée à la 3e place de l'Est, et très peu d'espoirs sont placés dans cette équipe, peut-être à tort. Le 20 janvier, Jalen Brunson appelle une réunion entre les joueurs au suite de la 9e défaite en 11 matchs. Et à partir de cette date, les Knicks vont caracoler en tête de la NBA. 4e net rating avec plus 9,1 derrière les Spurs, les Celtics et les trop vite oubliés Hornets. Mais surtout top 5 en attaque et en défense sur cette période. Avec un Karl Anthony Towns qui petit à petit trouve un rôle dans cette attaque. Mais paradoxalement, cette 3e place n'impressionne pas. Et certaines défaites, comme celle contre OKC, les Hornets ou bien les Cavs lorsque Harden cible encore et encore Brunson sur pick and roll, inquiètent. Et posent la question suivante. Cette équipe est-elle vraiment contender ? Est-ce leur dernière chance de gagner avant que le groupe n'explose ? I'm not saying we're going to win it or anything like that, but the reality of it is it's 7 games and you take one game at a time. Ce sont donc les Hawks d'Atlanta qui se dressent sur la route des Knicks pour ce premier tour. Un vieil ami amputé du meilleur ennemi de Gotham City qui pourrait ressembler à un cadeau empoisonné. Les Hawks ont fini la saison en trombe avec une défense énorme. Ils semblent donc être le test parfait. Mais quelque part, si New York n'arrive pas à se défaire de ces Hawks-là, autant tout arrêter tout de suite. D'autant plus que cette saison régulière a peut-être été trop longue, mais elle a été réussie d'un point de vue. Aucune blessure dans l'effectif. Une première depuis quelques saisons en réalité. Les troupes se retrouvent donc pour le moment qu'elles attendent depuis 1 an et l'élimination face aux Pacers, leur entrée en lice dans leur jardin. S'il y en a bien un qui avait hâte que ces playoffs démarrent, c'est Jalen Brunson, qui envoie 19 points dans le premier quart-temps du premier match, mais très vite cette série va prendre des airs de déjà-vu et faire ressortir les vieux démons de ces Knicks. Parce que Atlanta va faire un coup très malin en défense en plaçant CJ McCollum sur Josh Hart. Et à partir de là, notre seul mauvais défenseur est loin du ballon, lorsque les Knicks appellent leur jeu à 2 Brunson 4. Et ce jeu à 2 va être considérablement ralenti, parce que Towns n'est pas un excellent poseur d'écran, et donc que Dyson Daniels peut réussir à rester accroché sur Brunson. Et donc pas de décalage, pas de mismatch. Encore mieux lorsque Kuminga rentre, c'est lui qu'on va placer sur Towns, pour carrément switcher le pick and roll, et cela va surtout servir d'arme de dissuasion massive pour la défense des Hawks. Puisque les Knicks veulent éviter ce switch qui n'amènerait aucun décalage, eh bien on n'appelle plus Karl Anthony Towns en poseur d'écran, mais un plus petit. Et donc encore un moins bon poseur d'écran. La défense peut encore plus facilement rester accrochée à Brunson et l'enfermer, et donc ralentir considérablement cette attaque des Knicks. Ce jeu à 2 neutralisé, on ne trouve pas de bons tirs, on perd des ballons et Atlanta va accélérer le jeu à chaque perte de balle, voire même à chaque remise en jeu. Et on a la mauvaise impression de voir les Atlanta Pacers. Ce rythme de jeu permet de cacher une attaque de demi-terrain moyenne des Hawks. Mais même lorsqu'on arrive sur cette partie de terrain, Atlanta survit juste assez. Comment ? Parce que Vintage McCollum va cibler Brunson et que les Knicks vont faire le pari de laisser le capitaine switcher sur l'arrière. Et ce qu'on se dit, c'est il va pas nous cuisiner quand même, CJ. En fait, si. Il est en état de grâce totale et va ramener Brunson encore et encore pour lui shooter par-dessus. Tout ce cocktail est juste suffisant pour que les Hawks s'offrent des fins de match serrées. Et comme à ce moment-là, ils ont le joueur le plus chaud de la planète, ils arrivent à voler 2 matchs de suite. Et après 3 matchs, il y a 2-1 pour les Hawks. Et New York est à 2 matchs de la sortie prématurée.
Offensively, we changed like some very foundational things. Defensively, we changed some foundational things. Not to bore you guys with but like things you don't normally see that late in the year. Like, you know, that's when we started really playing through Cat a lot too, like being our facilitator. Right. Throwing him the ball, and his assist numbers went through the roof. He was incredible. Right. We got, you know, we went to you as the hub, and you really dictated everything. And, you know, getting JB involved, getting OG, Mikal involved, and you sacrificed your own points, touches, shots. So, one, I want to highlight you for that, but also, two, I want you to talk about your mindset during that time, because I feel like you're, you know, a big part of the reason why, you know, that playoff run changed when we were down 2-1, you know, so. I appreciate you for real saying that. La NBA est truffée de fausses narratives. Nous sommes en permanence en recherche de l'histoire qui vendrait le plus de papier. De rêves aux enfants, quitte à en dénaturer le propos et oublier ce qui s'est réellement passé sur le terrain. Mais après ce match 3 à Atlanta, il s'est indéniablement passé quelque chose dans ce vestiaire. Peut-être qu'on ne saura jamais vraiment exactement quoi, que cela restera un mystère autour duquel on fantasme toujours. Mais ce deuxième game winner en 2 matchs de McCollum a transformé le destin des Knicks 2026. Réellement et pour toujours. Parce qu'en sortie de ce match 3, les Knicks ont complètement repensé leur manière de jouer des deux côtés du terrain. En défense, la fin du match 3 avait déjà montré la voie. Brunson ne va plus switcher. On va faire ce qu'on a très bien fait toute la saison, blitzer, mettre la pression sur le porteur, quitte à laisser un tir à 3 points ouvert à un mauvais shooter. Cette pression permet aussi de retourner l'échiquier et de créer plus de paires de balles, plus de transitions et donc de court-circuiter les Hawks. Personne en dehors de McCollum peut vraiment se créer son tir et donc le problème défensif est réglé. Que Dyson Daniels, Jonathan Kuminga et Okongwu nous punissent, on est relativement confiant que cela n'arrivera pas. Mais ce problème-là n'était pas du tout le principal en réalité. Le problème, c'est que cette attaque patine à 111 d'offensive rating au bout de 3 matchs. Encore, même cause, même conséquence. Et c'est précisément à ce moment-là que tout le recrutement de Brown prend sens. Parce que lui se remet en question et est prêt à changer d'approche radicalement dans le jeu. En défense, les probas étaient plutôt avec toi que McCollum ne tiendrait pas cet état de grâce. Mais il a changé malgré tout. Et en attaque, les probas sont avec toi que tu ne vas pas mal shooter comme au match 2 et 3. Mais il va tout changer, là encore. Le pick and roll est bloqué, amenons-le plus intelligemment. Avant chaque pick and roll, le premier écran devient un leurre pour impliquer CJ McCollum avec un autre écran et l'attirer sur Brunson. Et derrière, on joue le vrai pick and roll. Et tout d'un coup, on respire mieux. On a plus de temps parce que CJ est un piètre navigateur d'écran. Et parfois, pas besoin de pick and roll, juste donnons CJ à Karl Anthony Towns ou au captain et rendons-lui la monnaie de sa pièce de ce côté-ci. Mais le rêve devenu cauchemar de McCollum et des Hawks ne s'arrête pas là. En réalité, ils auraient bien aimé que McCollum ne se fasse que cibler sur le ballon et sur des isolations, mais cela a été le cadet de leurs soucis. McCollum est obligé de jouer pour l'attaque et Quinn Snyder ne veut pas trop switcher sur Brunson, n'importe qui d'autre que Dyson Daniels. Il ne veut pas non plus switcher un petit sur OG Anunoby. Eh bien très bien, donc voici le plan désormais. New York va spammer des actions avec Karl Anthony Towns en passeur, en hub offensif en tête du terrain et avec des cuts au cercle. Si possible, faire que McCollum soit celui qui doit apporter l'aide au panier pour un maximum de rentabilité. Mais surtout, et plus que tout, Brunson, c'est toi qui vas aller poser des écrans de partout, notamment pour OG Anunoby, sur ce qu'on appelle des flex actions. Un écran posé sur la ligne de fond et des actions où si tu ne switches pas, OG a un dunk ouvert vu la qualité du spacing des Knicks. Brunson laisse le volant de l'attaque à Karl Anthony Towns et cette Formule 1 toute neuve va exploser tous les compteurs offensifs. But then the Knicks, the big role win in Game 4. An impressive one at that. Now they're up 3 games to 2. Brunson fires away. His first shot is good. Coming off that 39-point. Atlanta est sans réponse. Les tirs ouverts se multiplient au cercle, mais par conséquent,
sur les matchs suivants, la défense préfère couper l'accès au panier, mais cela ouvre un 3 points directement. Et oui, chaque action entraîne une conséquence. Atlanta n'arrive plus à scorer et arrive encore peut-être moins à défendre. Les Knicks prennent feu de toutes parts, 126, 136 et 151 d'offensive rating. On se demande où ils vont s'arrêter. Et Karl Anthony Towns conclut la série sur un triple-double en 25 minutes. Beau symbole d'une attaque complètement débloquée et qui passe par lui désormais. Alors vient-on d'assister à l'avènement d'un contender. Le premier test est passé et New York va pouvoir se reposer pendant que les Sixers forcent un match 7 contre Boston et vont même aller s'imposer là-bas. De quoi faire le plein de confiance avant un second tour entre deux équipes qui ne s'aiment pas et qui sont prêtes à nous offrir une nouvelle série d'anthologie après l'acte 1 de 2024. I felt great. I felt amazing. Yeah, I was faking it. Ah là, face aux Sixers, vous allez voir cette série, elle va durer et ça va être un affrontement très très équilibré. La puissance offensive avec Embiid, Maxey et Paul George, c'est pas McCollum et cette attaque contre Atlanta, c'était de la poudre aux yeux. Mais là, les Sixers, ça peut vraiment être très très fort. A sweep completed here in Philadelphia. Alors ouais, comment vous dire que cette série s'est pas du tout passée comme prévu? Ou alors, au contraire, tout s'est passé comme prévu pour les Knicks qui vont prolonger leur état de grâce des deux côtés du terrain. Mike Brown sent tout bien et appuie vraiment sur tous les bons boutons. Le premier move génial va être de laisser Karl Anthony Towns sur Joel Embiid. Problème de faute? Bah même pas peur en fait. Encore une fois, dans l'espace, il n'est pas bon. En rotation, il est médiocre. Mais sur le ballon, face à un joueur de post-up comme Embiid, eh ben ça se tient. Et de ce choix découle tout le reste d'un numéro de funambule. Sans cacher Kat, on peut donc se permettre d'avoir Brunson sur Kelly Oubre. Et vraiment, il faut insister là-dessus, parce que si on avait eu OG Anunoby sur Embiid, eh ben Oubre aurait été la seule solution viable pour Kat, et Brunson n'aurait pas été caché. Donc vraiment, ce choix fort était la source dont tout a découlé. Parce qu'une fois que Brunson est sur Kelly Oubre, on retrouve le luxe de blitzer le porteur de balle, à savoir Tyrese Maxey, lorsqu'il essaye d'appeler Brunson. Tyrese va être gêné par la longueur de Bridges et on provoque encore une fois plus de pertes de balles que l'adversaire. Et si la balle parvient au joueur seul, c'est là où le coup est plus que malin. Puisque le joueur dans ce cas précis, ce sera Kelly Oubre. Et Kelly Oubre qui doit prendre une bonne décision sur du short roll, ça n'arrive pas souvent et le déséquilibre donné ne sera jamais vraiment exploité. Et comme Embiid est diminué et parfaitement gêné par Kat, eh bien cette défense, elle tient. Mais la question qui fait couler le plus d'encre est ailleurs. Est-ce que cette attaque va continuer de briller de mille feux? Disons que c'est bien plus que ça en réalité. C'est une mise à mort à laquelle on va assister. Nick Nurse va tenter le même coup que Mike Brown et faire jouer Embiid sur Karl Anthony Towns au match 1. Et autant vous dire que ces Knicks-là, chaud comme la braise, n'en demandez pas tant. Embiid sur 4, ça veut dire pas de Embiid au cercle si 4 a la balle. Et on peut donc continuer à spammer nos actions où le gros chat se balade au périmètre, que des écrans dans tous les sens libèrent les cuts et que lui va simplement, et avec brio, les servir. Sur ce genre d'action, la communication défensive doit être parfaite pour ne pas prendre l'eau et elle ne l'est clairement pas du côté des Sixers. Donc le nombre de bonnes situations trouvées au panier est juste hallucinant et Kat se redécouvre en playmaker encore une fois. On ne sait pas ce qu'il s'est passé ni pourquoi, mais les Knicks ont enfin embrassé la motion offense de Mike Brown et deviennent immédiatement terrifiants. When they changed the offense to run through Towns, and it wasn't just give the ball to Karl Towns, it was also run action off the ball.
And all of a Yep. sudden, those guys who, you know, for the last year or so played pick and, you know, Cat would run pick and roll or Robinson would run pick and roll, and those guys would stand on the wing or at the elbow and wait to see if they got a shot. Now they're moving around. Now they're catching the ball on the move, putting it on the floor, distributing. They love They're all it. involved more. They love it. Yeah. L'un des chiffres les plus impressionnants de l'histoire récente est traduit par une statistique très précise, l'assist par usage. Une stat qui traduit où se situe un joueur sur le spectre du passing. Il ne dit pas la qualité des passes que le joueur fait, il dit simplement l'appétence de ce joueur à faire des passes. Plus le chiffre est haut, plus le joueur sert ses coéquipiers plutôt que de scorer lui-même. Et Karl Anthony Towns va passer du 35e centile en saison régulière au 90e centile en playoff. Mais n'oublions pas que Kat est aussi le meilleur big shooter de NBA et d'assez loin. Et donc mettre Embiid sur lui, c'était une vraie offrande de Nurse à Brown pour encore une fois débloquer ce pick and roll. Parce que Embiid n'est pas à 100%, il est obligé de rester en drop et donc Towns peut lui rester tout en haut, faire un pick and pop et se retrouver très vite avec un tir ouvert. Ah oui, et un drop, ça laisse aussi le pull-up au porteur de balle, et le porteur de balle, c'est Jalen Brunson. Les deux stars se payent la tête du MVP 2023, et après les Hawks, ce sont les Sixers qui rentrent chez eux avec de gros maux de tête. On a presque l'impression que les Knicks ont réponse à tous les problèmes des Sixers, et le Game 1 est l'exemple parfait de cela. Après avoir puni encore et encore le drop des Sixers, les Knicks obtiennent ce qu'ils veulent. Embiid va tenter un blitz surprise, à savoir monter sur Brunson, mais le meneur de jeu va le voir et le contourne. Et boum, un tir ouvert créé. Quelques possessions plus tard, on va même tenter un switch, mais désolé mon vieux Joël, en 2026, tu ne tiens plus vraiment face à Jalen Brunson. Ce n'étaient pas les Knicks qui étaient trop petits pour toi, mais plutôt l'inverse. Le meilleur pivot de la série, c'est Karl Anthony Towns. Le meilleur guard, c'est Brunson. Le meilleur coach, c'est Mike Brown. Et l'équipe qui domine, c'est les Knicks. En réalité, le sentiment qui ressort de cette demi-finale de conférence, c'est que les Knicks étaient injouables, presque au sens littéral du terme. Sur la série, ils ont une énorme fréquence et réussite au cercle, grâce à la fameuse cat offense et au spacing. Mais ils trouvent aussi un nombre de 3 points de qualité ahurissant. Et quand ils shootent comme des cochons, ça devient ingérable pour une défense. Cette alternance entre cercle et 3 points, les deux se nourrissant l'un de l'autre, ça donne un poison mortel. Une équipe moderne qui ne dépend pas d'un seul plan de jeu, mais rappelez-vous, les Knicks ne perdent aussi quasiment jamais la bataille du rebond. Et sur cette série, créent plus de pertes de balles que l'adversaire. Et tous ces aspects où tu domines, ça fait que même quand tu tires à 33% de loin au match 3, vu que tu arrives à créer 36% de rebonds offensifs contre seulement 20, et qu'en plus tu crées un bon volume au panier, que tu finis avec 77% de réussite, un chiffre complètement élite, en réalité, tu gagnes quand même le match sans trop suer. Et quand au match 4, toute l'équipe est en feu et colle un 62% historique à 3 points, d'un seul coup, ça devient injouable pour les pauvres Sixers et on assiste à un vrai blowout pour compléter le sweep. Pour se rendre compte, voici les centiles offensifs dans plusieurs domaines des Knicks sur ce match 4. 100e centile à l'offensive rating, 100e en réussite à 3 points, 100e en taux de rebond offensif, 99e en taux de perte de balle. Du délire complet, preuve que les Knicks peuvent être en fait les deux faces d'une même pièce. Celle qui reste dans le match coûte que coûte grâce à la bataille des possessions et celle qui t'assomme, te met KO debout quand les tirs rentrent. Un nouvel adversaire qui sort le drapeau blanc, ça commence à devenir très sérieux cette histoire. Et si c'était eux, les favoris de l'Est, au final. Analytically,
think we've won the expect. I said 3 out of 3. We're 2 out of 3 in the expected. I don't know if you guys follow that. Is that an expected score? Et encore une fois, avant cette finale de conférence, et pendant que les Knicks se reposent, leurs futurs adversaires s'entretuent dans un match 7. Les Cavs s'en sortent à Détroit et les Knicks évitent donc l'énorme défense des Pistons. Kenny Atkinson et son staff ont donc 48 heures pour répondre à la question suivante. Comment fait-on pour battre cette équipe ? Ça fait peu de temps, mais c'est peut-être suffisant pour avoir quelque chose qui tient. Parce que ces finales de conférence, ce sont les Cavs qui vont les démarrer pied au plancher. Dès la première action de la série, on voit tout le plan défensif. Et ce plan, c'est de tout switcher, échanger sur tous les écrans. On-ball, off-ball, surtout parce que ces actions avec Brunson en poseur d'écran, elles foutent trop le boxon. Alors si on échange, ok, on n'a plus le bon défenseur face au bon attaquant, mais réussir à couper ce mouvement est le plus vital pour survivre. Le 5 majeur des Knicks a une faiblesse offensivement, le shoot de Josh Hart, qui n'est pas mauvais, mais seulement moyen, et surtout hésitant. Donc on va tout faire pour garder un de nos deux grands, Mobley ou Allen, sur lui. Et ce grand va venir en aide au panier. Abandonner Josh Hart, faire ce qu'on appelle le roamer, et venir couper tous les cuts de ces Knicks. Et ça marche puisque les Knicks vont faire leur pire performance en efficacité au panier depuis le match 3 contre Atlanta. Mais il reste un problème majeur. Aujourd'hui, en NBA, la défense parfaite n'existe pas. Défendre, c'est choisir ce que tu laisses ou non à l'attaque adverse. Prioriser un aspect et faire le pari que l'adversaire ne te punira pas suffisamment sur ce que tu lui laisses. Et quand tu switches tout, tu coupes les mouvements, tu neutralises tous les écrans. Mais tu laisses un choix à l'adversaire. C'est celui de choisir quel défenseur il va attaquer en 1 contre 1. Nous sommes alors à plus 22 pour les Cavaliers, il reste moins de 8 minutes à jouer. Le plan des Cavs marche donc comme sur des roulettes et logiquement, on devrait se diriger vers un 0-1 mérité. Mais disons que rendre les armes, c'est pas vraiment dans le vocabulaire des hommes de Mike Brown. Le coach va alors sortir Josh Hart pour Landry Shamet. 5 shooters se retrouvent donc sur le terrain et donc déjà, la technique du roamer, elle est un peu moins simple pour les Cavs. Mais surtout, Mike va dire à Jalen d'aller chercher James Harden sur chaque possession. Encore et encore. Captain Clutch va se réveiller et va donner le tournis au barbu. Attaquer le roi de l'isolation en isolation, est-ce que c'est pas poétique le basket finalement ? Shot clock at 10. Brunson drives. Pulls up. Shot is up. Back shot is good. The Brunson burner has been lit. It's an 8-point game. Cavs might want a timeout if he scores. Brunson, three-pointer. Puts it in. Captain Clutch has come alive. Première expérience spirituelle de ce run de playoff. Premier moment de liesse totale du Garden sur ce premier match des finales de conférence. Les Knicks reviennent d'entre les morts et lorsque les Cavs décident enfin de doubler Brunson pour ne pas laisser Harden tout seul, on libère la balle et on trouve Landry Shamet à l'opposé. Ficelle, coaching gagnant et parfois l'histoire s'écrit d'elle-même. New York devient la première équipe de l'histoire des playoffs à gagner un match en étant menée de 22 points dans le dernier quart-temps. Mike Brown vient de mettre le premier vrai uppercut à Kenny Atkinson et ce dernier ne s'en relèvera jamais. Façon Mike Tyson, combat terminé dès la première droite déclenchée. Et là où ce comeback est presque parfait narrativement parlant, c'est que c'est précisément pendant ce run que Mike Brown a trouvé des ajustements qui ne bougeront plus du reste de la série. Cela ne vous a pas échappé, on n'a pas évoqué la défense jusqu'à maintenant. Et pourtant, elle a peut-être été encore plus importante que l'attaque dans ce comeback. Le plan parfait se divise en plusieurs parties. La première est que cette fois-ci, OG Anunoby va bien être utilisé sur l'intérieur adverse, à savoir Jarrett Allen. Comme ça, si Mitchell ou Harden veut appeler Jarrett sur pick and roll, on pourra le switcher. Et c'est Anunoby qui se retrouvera sur le porteur. Et Allen, lui, il ne pourra pas punir
le plus petit défenseur sur lui. De ce choix principal, Towns se retrouve sur Mobley et c'est là tout l'intérêt de la stratégie. Mobley n'est pas aussi vertical que son compère Allen et donc Towns peut rester en drop sans être menacé dans son dos. Et sur short roll, face à ce drop et face à des Knicks qui vont resserrer le terrain, Mobley va retomber dans ses travers. Les petits problèmes de vitesse de lecture et de proprioception vont lui faire perdre énormément de ballons. Il ne reste donc plus que le pick and pop, rester à 3 points quand Cat reste en bas. Mais Mobley qui prend des tirs lointains, c'est tout ce que les Knicks voulaient depuis le début. Et encore un pari gagnant de l'ami Mike Brown. Donc voici comment on protège Cat en faisant un drop encore une fois, improbable mais vrai. Et de ce fait, Cat reste toujours sous le cercle et encore une fois, tu ne perds pas la bataille du rebond. Mais pour protéger Brunson aussi, les plans changent et encore une fois, l'ajustement va sonner comme une douce mélodie. Le problème était que Harden face à un blitz arrivait à passer par-dessus au contraire de Maxey, voire à manipuler la défense en rejetant l'écran. Et lorsqu'il faisait ça, 2 défenseurs se retrouvaient derrière le ballon et c'était la catastrophe. Donc Mike Brown va encore une fois tenter l'improbable, switcher Jalen Brunson. Oui, faire exactement ce qui t'avait fait vaciller au premier tour contre CJ McCollum. Et ça va marcher, puisque Harden n'arrivera jamais à vraiment le punir. Le terrain sera bien resserré dès que le barbu s'approche du cercle, et le numéro 1 s'isole dans du shotmaking qui ne tombera pas dedans. Et l'ancien roi de l'isolation passe complètement au travers de sa série au scoring. Plus globalement, lorsque Mobley et Allen joueront ensemble, qui plus est avec Dean Wade, le spacing sera mauvais des Cavs. Les Knicks resserrent systématiquement la raquette, viennent taguer le short roll agressivement et laissent les 3 points ouverts. Et donc la solution de Cleveland, c'est de lancer des line-up avec plus de shooters. Du Sam Merrill, du Max Strus, mais dès que cela arrive, c'est de l'autre côté que ça flanche. Parce que le passage à 1 sans l'intérieur, ça veut dire que si il reste sur Josh Hart pour faire le fameux roamer, Towns a un mismatch direct. Et s'il n'est plus sur Josh Hart, il n'y a plus de roamer, et donc là encore, tu as gagné. Et double conséquence, lorsque Cleveland joue small ball, tu vas dominer outrageusement au rebond. Meilleur exemple, le match 4. Cleveland menait 3-0, Atkinson va miser sur un énorme volume à 3 points pour renverser la table. Peu de Dean Wade, peu de line-up à 2 big. Conséquence directe, 44% de rebonds offensifs pour les Knicks, 99e centile. Donc il y a eu ce problème des line-up et de l'équilibre entre l'attaque et la défense que les Cavs n'arrivaient pas à trouver. Mais du côté de l'attaque des Knicks aussi, Mike Brown, dès le match 2, il va arriver avec un plan anti-switch bien mieux préparé. Et on va le voir dès l'opener où le but c'est de faire arriver Brunson lancé face à un Harden statique. Les Knicks vont en permanence attaquer les mauvais défenseurs lancés par Kenny Atkinson, quitte à même faire jouer du pick and roll à Mikal Bridges. Et grâce à tout ça et aux ajustements défensifs, l'attaque du 5 majeur des Knicks va faire bien plus de dégâts que celle des Cavs. Ce qui force donc Cleveland à tenter de s'ajuster, ce qui permet de déclencher la deuxième lame du plan. Le piège se referme sur la bande à Atkinson, les Knicks continuent d'être en lévitation pure à l'image d'un Shamet qui va envoyer un 11 sur 12 à 3 points sur l'ensemble de la série. 11 victoires consécutives à ce moment-là, le meilleur offensive rating et defensive rating des playoffs, presque plus 22 de net rating, des chiffres presque historiques et rien à signaler niveau blessure. Et pourtant, à quelques jours du début des finales NBA 2026, ces Knicks-là n'y sont pas favoris. Non, ils ne sont pas du tout favoris, puisqu'une équipe vient de faire tomber le champion d'Oklahoma, en 7 chez eux. Et cette équipe semble avoir le meilleur joueur du monde. Tout mène vers l'avènement du nouveau visage de la ligue. Pas un visage humain, un visage d'alien, puisque ce sont les Spurs qui seront là pour nous offrir un remake des finales de 1999.
Nous y sommes. C'est ici la fin du voyage, quoi qu'il arrive. Le moment qui décidera de comment on se souviendra de ce run. Des finales NBA, c'est forcément particulier et un changement de paradigme de tout ce qu'on a rencontré jusque-là. Et pour les deux groupes qui n'ont pas encore connu la plus grande scène du basket mondial. Psychologiquement, c'est certain, mais aussi tactiquement pour les champions de l'Est. Puisque pour la première fois de leur campagne, ils tombent sur une défense qui fait peut-être encore plus peur que leur attaque. Ce n'est pas une montagne, c'est un titan défensif qui se dresse en face des Knicks. Un titan de par le niveau de Wembanyama, mais aussi de par les schémas défensifs pratiqués. Wemby ne garde vraiment personne dans cette défense, il défend le cercle, et lorsqu'il est là, les chiffres défensifs sont historiquement hauts et atteignent un paroxysme symbolique lors du match 7 face au champion sortant du Thunder. L'équipe avec le meilleur driver de NBA et double MVP chez Gilgeous-Alexander est réduite à 5 ridicules tirs au cercle en 48 minutes. Donc oui, il y a un nouveau chef du Far West et les Cowboys arrivent avec la ferme intention de confirmer que le talent n'a pas d'âge et de prendre leur première bague. Et forcément, l'objectif raisonnable face à ça n'est plus de mettre des plus 50 à chaque match. L'objectif, c'est de pousser ces Spurs dans une fin de match serrée, de rester dans les pots d'échappement le plus longtemps possible pour surgir et espérer gagner le sprint final. Parce que sur une fin de match, les Knicks ont le meilleur tough shot maker de la série, Jalen Brunson. Mais la question principale sur laquelle vont plancher Mike Brown et son staff, c'est comment réussir à résister. Victor Wembanyama sera sans doute sur Josh Hart pour l'abandonner, alors Mike Brown va penser à l'utiliser comme il l'a fait face aux Cavs, en poseur d'écran. L'idée est assez simple, c'est de se dire que Josh sera abandonné, donc s'il vient poser un écran, c'est un 2v1 qui est créé directement, et si l'écran est bien posé, c'est un démarquage. Et donc c'est parti, coup d'envoi pour ces finales, et là, surprise générale. Victor n'est pas sur Josh Hart, il est sur Karl Anthony Towns. Alors la première action est sauvée par un Brunson qui comprend tout et se relocalise bien, mais voilà une décision qui va modifier toute la dynamique de la série, mais qui va clairement tourner à la faveur des Knicks. Wembanyama sur Towns, c'est Wembanyama qui hésite à venir fermer au panier lorsque Towns est à 3 points. C'est le déblocage de ligne de drive lorsque Towns fait son pick and pop. Et c'est aussi et peut-être surtout le seul joueur de NBA avec Jokic qui peut attaquer en dribble le deep boy. Parce qu'il a le handle, la taille, mais aussi et surtout la puissance. Et dans ce jeu du chat et de la souris, c'est paradoxalement plutôt Kat qui sourit en début de série. Au point où très vite, Mitch Johnson va plutôt remettre Wembanyama sur Josh et l'impact est immédiat. Victor peut venir contester et changer la trajectoire du drive de Towns. Mais le problème, c'est que si en l'état la première défense est bonne, excellente même, et gêne énormément ces Knicks, enlever Victor de 4, ça veut dire qu'il y a un plus petit sur l'intérieur des Knicks et donc une faiblesse à exploiter au rebond. Et donc les Knicks vont sauver leur peau comme ça et c'est un peu l'histoire de leur saison. La grande nouveauté, ce qu'on attendait avec un nouveau coach, ce dilemme posé par 4 reflète parfaitement une vérité. L'attaque des Knicks trouvera toujours une solution pour s'en tirer un minimum. Même lorsque Wembanyama est dans son rôle off-ball de lawman qui protège le cercle, le but est de placer des bons shooters dans les corners et de soit le punir par un shoot, soit attirer le close-out pour faire un drive and kick. Le cibler, l'épuiser le plus possible, le faire courir. Et si les Spurs font pendant 3/4 temps un match défensif assez génial une fois que Victor est replacé, la coquille s'effrite petit à petit. Le moteur surchauffe et l'attaque trouve des solutions. Mais si les Knicks restent dans le premier match, c'est peut-être encore plus grâce à leur défense qui les aura maintenus à flot jusqu'à ce que cette attaque trouve la fameuse solution. De ce côté-là aussi, au premier abord, on se dit que les Knicks sont dans un sacré pétrin. Personne n'a vraiment réussi à stopper le pick and roll de Wembanyama jusque-là. Ni même le switch roll du Thunder, ni même le drop de Rudy Gobert. Alors autant vous dire qu'on voit pas trop comment Kat et Brunson vont se dépatouiller, et pourtant, quand on y regarde de plus près et si vous avez bien suivi, les Knicks ont le système parfait pour ralentir ce jeu à deux. Les New-Yorkais vont en permanence venir bumper le Français au départ de son rôle, l'empêcher de s'élancer
pour menacer dans le dos de Cat. Et ça marche. L'intérieur des Knicks peut rester en drop, se concentrer encore une fois sur le ballon et les Knicks resserrent la raquette comme jamais. Pas de alley-oop, pas de rebond offensif disponible et ils mettent donc au défi les shooters des Spurs. Et à ce moment-là, on se dit mais pourquoi ne pas donner la balle à Wembanyama dans l'espace? Sur des sorties d'écran, des pick and roll, balle en main, cibler Cat sur sa faiblesse, sa mobilité latérale dans l'espace. Tout simplement parce que là aussi, les Knicks étaient parfaitement préparés et ont mis en exergue les lacunes offensives du Frenchie. Le handle n'est pas encore suffisamment sûr et donc dès qu'il se met à dribbler, les Knicks avec OG et Mikal en tête viennent resserrer le T1 par le haut, encore une fois, pour l'empêcher de se lancer. Ces stunts ultra agressifs sont parfaits et dissuadent les drives du Français, le réduisant presque à un jump shooter et c'est tout ce que tu veux quand tu es les Knicks. Il en mettra, c'est certain, et provoquera des fautes de Towns, mais le gain de le garder loin du panier est si grand que c'est forcément le bon choix. L'étreinte se resserre donc autour des éperons et les Spurs, malgré leur bonne défense, restent donc à portée de fusil des Knicks dans ce match 1. Jalen Brunson a été maladroit tout le match et n'a qu'une seule balle dans le chargeur, mais il va la mettre en plein dans la cible. Et New York repart déjà avec l'avantage du terrain. Au match 2, la table se renverse. Le plan défensif des Knicks est toujours le même et l'attaque autour de Cat continue de trouver des solutions, même lorsque Brunson a un peu plus de mal. Parfois au rebond, souvent en 5-out pour s'ouvrir de meilleurs tirs au panier, et dès que Wemby est sur Cat, les Knicks se dansent. Mais toute la série aurait pu basculer lors de cette fin de match. Avec l'énergie du désespoir sans doute, Mitch Johnson ajuste enfin son approche offensive à -14 dans le dernier quart-temps. On ne va plus appeler un seul écran mais 2 écrans et ça marche. Tout simplement parce qu'avec 2 écrans, plus personne pour bumper Vic et c'est des alley-oops gratuits. Les Spurs vont même prendre les devants, mais encore une fois, les petits détails vont tourner à l'avantage des New-Yorkais. Brunson égalise d'abord sur un tir monstrueux d'équilibre, puis sur la possession suivante, on vide une aile et on attaque Wembanyama sur le ballon, pour l'empêcher d'être en second rideau. Le Français switch, défend correctement et s'offre donc une balle de match en transition. Mais les fils vont un peu se toucher, la passe pour Castle est donnée alors que son partenaire ne regarde pas le ballon, Brunson jaillit, il n'est peut-être pas le plus grand, mais Brunson a une envie de gagner incomparable. Il saute sur la ligne de passe, provoque la faute, mettra un lancer et glace tout le Texas. Le premier match des finales NBA du Madison Square Garden du millénaire se jouera donc avec une avance de 2-0. Mais ce retour tant attendu à la maison ne sera pas du tout parfait. Et des propres mots des joueurs, on ne se sentait pas vraiment à la maison. Entre des prix exorbitants et toute une organisation bouleversée parce qu'un vieil ami égocentrique et profondément mauvais de James Dolan avait décidé de se montrer au peuple, la Mecque du basket ne rugira pas et c'est là où le match 2 est un profond tournant. Parce que les Spurs ont un peu réussi à faire sauter le verrou installé par Mike Brown. Brunson est impliqué en défenseur du poseur d'écran plus qu'à l'accoutumée et les Spurs se retrouvent encore une fois devant à quelques minutes de la fin. Victor Wembanyama va prendre la balle et tenter une isolation, mais là encore les Knicks font ce qu'ils savent faire. On resserre le terrain depuis les ailes quitte à laisser Stephen Castle seul à 3 points. Sauf que Castle va prendre le shoot et il va le mettre. Vivre et mourir avec ses idées et cette fois-ci la pièce est tombée du mauvais côté. 2-1 dans la série et l'équipe avec le vent en poupe, ce sont les Spurs. Alors autant vous dire que le match 4 sent déjà la poudre. Comment raconter correctement une histoire que tout le monde connaît déjà ? Sans doute que les mots manqueront pour décrire ce qu'il s'est passé cette nuit-là, au Madison Square Garden. La ville entière attend ce match et est en ébullition, mais la dynamique sportive va continuer sur ce qu'on a vu depuis plus d'un match. Les Spurs glacent toute la côte Est,
La défense est suffocante, l'attaque trouve des solutions et on se retrouve avec 29 points d'écart à la pause et un Jeremy Sohan envoyé comme drapeau blanc. Et pourtant, ce match était tout ce que voulaient les Knicks déjà en première mi-temps. Un match de shot-making. New York va resserrer encore plus d'un boulon la défense qui t'a laissé toujours plus de tirs ouverts. Le seul problème, c'est que les Spurs vont faire un 14 sur 26 à 3 points sur la première mi-temps. Et à ce moment-là, on s'entend même chuchoter à la pause. Pour reprendre le discours de grands de ce monde, c'est à ce moment-là que cette ville se met au boulot. Au moment où plus personne ne croit en eux. À moins 29, les Knicks vont s'embarquer dans l'épopée la plus invraisemblable de l'histoire récente du sport. Tenter un comeback gigantesque et la manière est peut-être encore plus dingue. La bande à Brunson va cibler encore et encore, possession après possession, le premier deep-boy unanime de l'histoire. Spacing maximal, Alvarado qui sort de sa boîte et face à 5 shooters, Wembanyama ne sait plus où donner de la tête. On place OG toujours dans le corner et tout est fait pour que l'action finisse dans ses mains, puisque Victor l'abandonnera. Jusqu'à ce que Victor reste collé à lui, laissant alors un lay-up ouvert. Sur cette seconde mi-temps, Mike Brown va récolter les dividendes d'un playbook travaillé toute l'année, en impliquant Victor sur chaque action, et c'est souvent sur des fameuses empty action. Il y a toujours ce fameux cut à 45 pour attirer un joueur au cercle, pour libérer le pick and roll de Brunson, et les principes sont implantés dans le cerveau des joueurs des Knicks. Jordan Clarkson amène Fox sous le panier pendant que Shamotte remonte dans l'aile, et donc personne n'est là pour aider dans le dos de Wemby, et le pick and roll est une nouvelle fois déverrouillé. Un pur récital basketballistique, et n'oublions pas que s'ils ont rendu cet exploit possible, c'est avant tout en jouant la mi-temps offensive la plus parfaite de toute leur saison. Bon choix sur bon choix, bienvenue dans la fournaise new-yorkaise, et c'est à ce moment précis que les mots ne suffisent plus et que les images signifient bien plus. Brunson, stutter dribble, drives inside, goes up, floaters up. It's good! The Knicks take the lead with 1:22 remaining. Brunson gets it, fires up a three. Shot no good, the chip, it's gone! It's gone! It's gone! With 1.2 remaining, Knicks take the lead. OG Anunoby, and it's 107-106. That's it, it's over. The greatest comeback in NBA playoff history. And you're allowed to think about the worst possible scenario, but you got to go out there and do something about it. And just me. 13 juin 2026, San Antonio. Nous venons de basculer dans la folie, dans une série déjà mythologique dont on se souviendra et qui pourrait peut-être encore plus le devenir. Imaginez si les Spurs se relèvent de cette uppercut monumentale. Ce serait légendaire et les Spurs sont bien décidés à le faire. Ils vont mettre les bouchées doubles et complètement bloquer cette attaque des Knicks qui tentent de continuer à cibler Victor Wembanyama sur chaque action, mais sans réussite. Le français sera énorme, les autres switch to avec agressivité, aucun tir ouvert et les Knicks sont redescendus de leur nuage collectif. Rien ne rentre, Kat est en problème de faute et donc la vie défensive de Wemby se simplifie grandement. Encore une fois, les Spurs prennent le large et cette fois-ci plus que jamais, les Knicks ont besoin d'un sauveur, d'un super-héros. Jalen Brunson nous avait prévenu, il n'est pas le plus grand, le plus costaud ou celui qui saute le plus haut. Mais personne au monde n'a un désir de l'emporter plus grand que lui. Une flamme intérieure qui fait que c'est peut-être dos au mur qu'il excelle le plus. Et c'est donc quand rien ne va collectivement
que le capitaine va sortir le plus grand match de sa carrière. Un récital technique. Fadeaway, step back, flotteur sur un pied, il va vivre dans la seule zone où les Spurs sont friables, le mi-distance. Sans Karl Anthony Towns, il va cibler Wembanyama tout seul, encore, grâce à son pull-up, et petit à petit, la carapace se brise une nouvelle fois. Le dilemme infernal des Knicks refait surface quand Towns est de retour. Wembanyama sera sur lui dans le corner et va donc y rester accroché lorsque Brunson le feinte pour s'ouvrir un lay-up. Cornet est jaloux ? Pas de souci, tu as le droit au même traitement. Symbole ultime, les Spurs switch Wemby dessus et le petit meneur va l'embarquer jusqu'au panier. Il est une anomalie physique aussi à son échelle et l'anti-Wemby par excellence. Celui qui peut le faire sortir grâce à son pull-up, qui peut encaisser le contact et lui rendre, de par son centre de gravité si bas, mais si costaud. Et celui qui peut vivre dans cette mi-distance grâce à son footwork, peut-être inégalé en NBA. 45 points inscrits sur 94, une masterclass dont on se souviendra pendant des décennies, et les Knicks passent de la folie du match 4 à l'ivresse de l'éternité. L'ivresse d'un titre attendu pendant 53 ans, mais que cela valait le coup. Face aux Spurs, bourreau de l'épopée des Knicks 99 pour la dernière de Pat Ewing. Les 15 joueurs et tout le coaching staff réalisent le premier doublé NBA Cup et titre NBA de l'histoire, mais c'est toute une ville, une communauté qui célèbre. Jalen Brunson, d'habitude de marbre, craque un peu, et c'est dur de rester insensible face à ce petit meneur drafté en 33e position en 2018, qui vient de remettre l'une des franchises les plus mythiques tout en haut de la NBA. Il ne l'a pas fait seul, il l'a fait avec tout un groupe uni derrière un coach sous-estimé durant toute sa carrière. Ils ne l'ont pas gagné pour New York, ils l'ont gagné à l'image de New York. Et la longue traversée du désert peut bien reprendre, plus rien n'enlèvera à cette bande ce titre. Les festivités viennent de commencer et dureront encore longtemps. Le basketball est de retour à New York, même s'il n'est jamais vraiment parti. La planète basket a vécu, a vibré pour cette équipe, et je ne peux pas m'empêcher de refermer ce livre en citant un de ceux pour qui ce titre signifie le plus, la légende Mike Breen. Et surtout par les temps qui courent. La vie n'est pas parfaite, mais nous avons vécu un moment parfait.